sont en train de reprendre la main. Et vous le montrez aujourd'hui. Des années, des décennies de rabaissement de la France et de mépris pour le peuple ont fini de rassembler les... Vous avez démenti ces analyses d'un autre âge. Aujourd'hui, l'ouest de la France n'est pas à la remorque du pays, mais est le fer de lance, est entré de plein pied dans la dynamique patriote. Bravo à vous. Et d'ailleurs, mes amis, et 1000 fois trahi. Ah, ça c'est sûr que de cela, nous avons un spécialiste dans cette élection, c'est M. Fillon. C'est lui qui s'est présenté avec sa mine de premier communion, hein, vous savez. Et puis dont les Français ont pu percevoir quel était l'homme qui se cachait derrière cette posture. Et puis, il a un bilan, M. Fillon, pardon de le rappeler tout de même. Hein. Rappelez-vous, ce n'est pas si loin après tout. Hein. Il a été... pendant 5 ans, le Premier ministre de la France, ou plutôt, devrais-je dire, il a promis de gouverner la France, mais il ne l'a pas fait. Et c'est bien cela, M. Fillon, c'est l'homme du passif redoutable d'un quinquennat qui n'a servi qu'à détricoter des promesses aussi vite oubliées que le pouvoir avait été conquis. Ils n'ont aucune excuse. Aucune. En 2007, Nicolas Sarkozy a été porté par une vague, par une dynamique dont il faut admettre qu'elle était à l'époque incroyable. Il aurait pu tout changer. Il aurait pu respecter les promesses qu'il vous avait faites. Eh bien, il ne les a pas respectées. Il n'a pas profité de cette dynamique. Il s'est précipité pour jouir du pouvoir comme quelqu'un qui avait gagné au loto. Un quinquennat. Celui de M. Sarkozy et Fillon placé sous le signe d'un mépris terrible pour les engagements pris devant les Français. Ils étaient musclés, hein, ils étaient durs. Sur toute une série de sujets où l'on promettait, souvenez-vous, la rupture. Je passe sur le pouvoir d'achat qu'ils allaient rendre aux Français, vous avez vu ce que ça a donné. Je passe sur ces cris d'orfraie qu'en devenant Premier ministre, il s'alarme d'un État en faillite. Hein, il a fait 600 milliards de dettes de plus pendant son quinquennat, c'est un record absolu. Même François Hollande n'a pas réussi à fermer eux. Je passe, même si cela mériterait de long développement, tant l'affaire est grave, sur l'immense trahison du traité de Lisbonne, qui, à l'initiative de messieurs Sarkozy et Fillon, a validé le texte de la Constitution européenne, pourtant très majoritairement rejeté par les Français, par référendum en 2005. C'est les Français qui avaient raison. Tout nous a dit depuis que c'était les Français qui avaient raison. Et nos élites qui les ont trahis, qui ont eu tort. Mais pardonnez-moi quand même de revenir quelques minutes, de vous rappeler qui est en faillite, ou à l'Italie qui est submergée, le soin de protéger nos frontières. L'immigration et le communautarisme ont pris une ampleur inégalée et sont le poison du fondamentalisme islamiste se répandre en France. Leur faiblesse sur la laïcité, leur incapacité à faire tenir la République alors qu'elle avait besoin d'être soutenue face à ces coups de boutoir d'une idéologie devenue conquérante, leur lâcheté a entraîné des conséquences dramatiques. Souvenez-vous de cette terrible image, quand même, celle où l'on voyait pour la première fois le Premier ministre de la France aller inaugurer une mosquée cathédrale. La photo était d'autant plus cruelle qu'on y voyait à côté d'un François Fillon manifestement pas du tout gêné de cette entrave terrible à la laïcité, une gamine prépubère déjà voilée. Quant à la sécurité, souvenez-vous-en également. Ils allaient passer le Karcher dans les banlieues, les zones de non-droit. Ils allaient mettre hors d'état de nuire la racaille. Dans ce domaine aussi, rien, et même pire que rien, ils ont supprimé la double peine, obligeant ainsi les Français à conserver sur le territoire national des étrangers qui avaient été condamnés pour des délits et pour des crimes, et même pire, à subvenir à leurs besoins avec vos impôts. Autour de vous, vous en êtes le centre, vous êtes le sujet principal. C'est ainsi que je l'ai construit, ce projet. Je suis d'ailleurs la seule à le dire, je veux une démocratie de contrôle.
où le peuple souverain et seul souverain puisse sans cesse vérifier la conformité de l'action politique avec le contrat passé lors de l'élection. D'où ces 144 engagements. On les listera au fur et à mesure de mon quinquennat. Et puisqu'ils connaissent ma détermination et ma volonté, les Français savent qu'avec moi il n'y aura pas loin de la parole aux actes. Mais au contraire, une mise en œuvre immédiate de mes engagements pour les Français. Le mensonge, c'est aussi le mensonge par omission. Quand on n'ose pas dire la vérité aux Français sur son projet. Ça, c'est la marque de fabrique de M. Macron. Qui parle. Il comprend pas bien ce qu'il veut, mais il parle. Vous pourriez, dans la plupart de ses discours ou de ses interventions, inverser l'ordre des mots. Ça aurait autant de sens que ce qu'il venait de dire. Je lui ai d'ailleurs fait remarquer lors du débat que nous avons eu une élection. J'étais quand même obligé de dire ce que, je crois, les Français ressentaient devant leur poste de télévision, qui restait toujours dans le flou, dans un entre-deux, une sorte de logorée filandreuse et puisante, censée donner raison à tout le monde et à personne en même temps. J'ai fait ce que je crois vous aviez envie de faire devant votre poste de télévision, être le petit garçon de l'histoire qui dit « Le roi est nu ». En ne tranchant jamais, en n'ayant jamais aucune proposition claire, en ne portant jamais aucune vision pour la France, M. Macron cherche à continuer à plaire à tout le monde. Le seul problème, c'est qu'il commence à inquiéter. Oui, il inquiète quand il ne dit pas ce qu'il veut faire pour la France, ce qu'il veut faire pour les Français. Son projet, en réalité, vous le connaissez parce que je le dévoile malgré lui. Son projet, c'est de mettre la finance, les banques et d'autres intérêts privés au pouvoir. C'est éclatant, c'est évident. Et en cela, je suis si éloigné de la machine à flou Macron, longtemps au service d'ailleurs de la machine à sous Rothschild. C'est l'homme, soi-disant, nouveau, qui grenouillait déjà dans la commission Attali quand même il y a 10 ans. Bon. Il est un des symboles du pantouflage, vous savez, c'est le fait pour un haut fonctionnaire de rejoindre le secteur privé, oh il n'est pas le seul, dans le corps prestigieux dont il est sorti l'inspection générale des finances, cela concerne 2/3 des effectifs quand même. Un quart des grands patrons du CAC 40 sont énarques. Cela explique peut-être pourquoi les grands groupes trouvent si facilement l'oreille de l'État. Pour les hauts fonctionnaires, c'est l'appât du gain qui prime dans leur choix de pantoufler. Pour les recruteurs, il s'agit de se payer un lobbyiste qui connaît bien les rouages de l'État. Le patron d'En Marche est d'ailleurs un spécialiste des allers-retours. Et il marche en avant, il marche en arrière. Parce qu'il est un des rares cas de rétro-pantouflage. Il revient dans le giron de l'État à l'Élysée auprès de François Hollande en 2012. Alors voilà, on se pose des questions, on a le droit de se les poser. A-t-on le droit, par exemple, de poser la question du rôle qu'il a joué dans l'échec de la réforme bancaire, pourtant promise par son mentor François Hollande? Cette mesure qui visait à séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires pour éviter que les banques continuent à jouer au casino avec votre épargne. Alors quand on évoque le sujet avec lui, il tatillonne, il menace, il sort de ses gonds. Il a du mal à garder son calme d'ailleurs, ce garçon. On se pose la question de savoir pourquoi tant de fureur, rien d'illégal, pourtant là-dedans, c'est son droit le plus strict. S'il veut plaire à ses amis banquiers aux dépens de l'intérêt général, mais ça n'est pas moi la vision que j'ai de la gouvernance d'un pays. La France, celle qui défend le monde multipolaire, celle qui porte l'idée du respect des nations, de la souveraineté des nations, du respect de l'identité de chaque peuple. Cette France qui a été inexistante sur le plan diplomatique dans les dernières années, qui n'a réussi à régler aucun des conflits qui sont nés dans le monde, parce qu'elle n'est plus crédible aux yeux des autres nations, parce qu'elle s'est soumise à une Union européenne qui ne défend pas les intérêts des peuples d'Europe, qui défend les intérêts des banquiers et des grandes puissances financières. Oui, il faut remettre la France en ordre, sur le plan économique, sur le plan social. Je sais aussi qu'il faut compter sur l'unité de la nation, sur la confiance dans ses dirigeants pour que cette remise en ordre du pays se fasse efficacement et sereinement. Car la main ne devra pas trembler lorsqu'il s'agira de réaliser certains des engagements que j'ai pris devant les Français. Et il faudra assumer l'action publique. Je pense notamment à l'un des points importants de mon projet,
qui consiste à mettre en place un plan de désarmement des banlieues concernées et de reprise en main par l'État des zones de non-droit. Très concrètement, cela veut dire que nous devrons aller chercher les armes de guerre dans les caves, casser les trafics, notamment des stupéfiants. Quand on sait bien d'ailleurs qu'ils financent les activités terroristes. Très concrètement aussi, cela veut dire que nous ciblerons les 5000 chefs de bande délinquantes et criminels identifiés par le ministère de l'Intérieur. Nous les mettrons hors d'état de nuire. Et pour empêcher leur reconstitution, nous instaurerons en complément de la peine pénale l'injonction civile d'éloignement. Cela veut dire que le voyou, une fois qu'il a purgé sa peine de prison, ne peut plus revenir sur le territoire où il semait la terreur. Et la politique, c'est aussi l'art de faire des choix. De télévision. Tout le monde cherche à passer pour le candidat anti-système. Ils sont tous anti-système. Moi, je suis anti-système. Moi aussi, je suis anti-système. Mais alors, qui nous a dirigés depuis 20 ans? Personne. Personne n'est responsable. Mais il me semble pourtant qu'ils ont tous été ministres. Monsieur Mélenchon a été ministre. Monsieur Hamon a été ministre. Monsieur Macron a été ministre. Et monsieur Fillon a été Premier ministre. Ah, je veux dire, moi je ne donne plus aucun crédit aux hommes du système pour remettre notre économie debout. Tout simplement parce que précisément nous les avons vus à l'œuvre. Les mêmes qui nous promettent 1000 morts, d'ailleurs si les Français décidaient par référendum de retrouver une monnaie nationale, sont ceux qui nous promettaient la prospérité, souvenez-vous, le plein emploi, la baisse des prix en adoptant l'euro. Regardez encore une fois ce que vaut leur parole. Je vais vous dire, moi je fais confiance au peuple français, j'ai pas peur de lui. Ce que je souhaite, quand je serai élu présidente de la République, c'est engager une négociation avec l'Europe, vous le savez. J'irai défendre quoi? Vos intérêts. La liberté du peuple français à décider pour lui-même. J'irai lui rendre ses libertés fondamentales, la liberté de décider de ses frontières, de qui rentre et de qui sort, la liberté de ses lois, parce que je ne vois pas bien où est la démocratie lorsqu'on vote des lois, mais que les lois en réalité ne peuvent pas être mises en œuvre parce qu'une directive européenne lui est supérieure en autorité. La souveraineté économique, pour tout ce que je vous ai dit, pouvoir faire en sorte que la commande publique soit faite auprès des entreprises françaises pour défendre l'emploi français, pouvoir sauver nos entreprises lorsqu'elles sont victimes de fonds étrangers vautours, éviter qu'elles soient rachetées encore une fois pour que s'enfuient avec elles les technologies, notre génie national. Cette souveraineté budgétaire qui n'existe plus non plus aujourd'hui. Moi, je suis optimiste. Je pense que je gagnerai cette négociation. Et croyez-moi, je ne serai pas toute seule autour de la table à réclamer cela. Parce que si un pays aussi puissant, aussi fort que la France se met à la table des négociations et oblige l'Union européenne à venir à la table des négociations, alors il sera suivi. Il sera suivi par l'Italie, par le Portugal, par la Grèce, par tous les pays qui souffrent de la situation économique actuelle, de la politique économique mise en œuvre par l'Union européenne. Mais je serai aussi sûrement rejoint par les pays d'Europe de l'Est qui ne supportent plus l'ingérence de l'Union européenne dans le fonctionnement de leur pays, qui va à l'encontre des choix démocratiques de leur peuple. Et puis après, mes chers amis, pour un choix aussi important que celui-là, rester ou sortir, compte tenu du résultat de la négociation, ça n'est pas moi qui vais décider, c'est vous qui allez décider. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quelle preuve de confiance supplémentaire je peux apporter au peuple français que de lui dire, à l'issue de cette négociation, qu'elle soit victorieuse ou non, c'est vous qui déciderez. Mais au moins on aura débattu, on en aura parlé, vous connaîtrez les tenants et les aboutissants de la souveraineté monétaire, de la souveraineté territoriale, de la souveraineté législative, de la souveraineté économique. Comme le débat qu'il y a eu pendant la Constitution européenne. Avant le débat, ultra-majoritairement, les Français étaient pour cette Constitution. Et quand le débat a eu lieu, les Français étaient 55% à être contre cette Constitution. Non seulement pour le Vendée Globe, non seulement pour le Puy du Fou, mais pour son combat pour le souverainisme qu'il a toujours porté, en portant toujours en étendard la défense de l'identité
de notre pays, eh bien ce combat nous est incontestablement commun. Je vous l'ai dit, les mesures de bon sens que je mettrai en œuvre lorsque je serai présidente de la République sont claires et compréhensibles par tous. Encore une fois, ces logements sociaux, c'est nous qui les avons financés, ce sont nos parents, nos grands-parents. C'est quand même la moindre des choses qu'il puisse y avoir une priorité d'accès dans ces logements sociaux, évidemment aux nôtres. Il en est de même pour l'emploi. Je vais supprimer la directive détachement des travailleurs qui crée, elle, une priorité étrangère à l'emploi, puisqu'on va chercher des travailleurs qui coûtent moins cher aux entreprises pour les mettre en concurrence avec les travailleurs français. Dans un pays où il y a 7 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, je vois la France telle qu'elle est. Et présidente, je réglerai les problèmes que vous avez. Les retraites, les petites retraites minuscules. Je mettrai en place cette prime de pouvoir d'achat que je ne ferai pas financer par les entreprises, que je ne ferai pas financer par de nouvelles taxes ou par de nouveaux impôts, mais par une contribution sociale à l'importation. Ça permettra d'accorder 80 € par mois en moyenne à tous ceux salariés et retraités qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Oui, les Français les plus modestes sont notre priorité. Pour beaucoup qui sortent de chez eux et qui ne se sentent plus en sécurité nulle part. Je me bats pour que les Français, évidemment, pour les Français, et partant pour le rayonnement de la France, j'ose le dire, je me bats pour les Français. Et un grand pays. Voilà ce que nous sommes. Ne l'oubliez jamais. Ne laissez jamais les dirigeants politiques traiter la France comme ils le font, avec mépris. Les Français avec désinvolture. Vous méritez ce respect. Exigez ce respect. Et pour conclure, je ne me refuserai pas le plaisir de citer le général de Gaulle. La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit. Certains dans la classe politique devraient réfléchir à cette sentence. Ne vous laissez pas convaincre par ceux qui pontifient dans les dîners en ville sur la fin de l'État-nation, sur la disparition de la France, sur la dilution de son peuple. Souvent, la France a été trahie par ceux-là même qui préfèrent une cage dorée à une sobre indépendance, qui préfèrent ouvrir la porte à l'ennemi tant que celui-ci promet de respecter le dieu argent. Cette France des inclus aux yeux clos vous craint. Elle vous craint car vous la renvoyez à ses bassesses, à ses petitesses. Gardez courage, car à la fin, c'est toujours la France patriote. La France de Valmy et de Verdun, la France de Clémenceau et de Delattre, la France de la chaîne et du tracteur, la France éternelle, qui est notre bien le plus précieux, c'est elle qui gagne. Ici, en Vendée, souffle l'esprit de la France. C'est cette terre qui a chevillé à l'âme notre patrimoine immatériel et qui a su jalousement préserver notre patrimoine matériel, cette terre, cœur de nos croyances françaises et de nos déchirements nationaux, symbole de courage et de loyauté, qualité dont nous aurons désespérément besoin pour être dignes de la vision supérieure de la mission supérieure qui est aujourd'hui la nôtre, perpétuer la France. Vive la Vendée, vive la République, vive la France!
chanter.